de production du handicap. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de mission appui ressources pour les dispositifs d'assistance aux projets et parcours de vie, notamment en région PACA. Donc, avant de vous présenter nos invités, il me paraissait important de vous contextualiser l'accessibilité dans notre cadre conceptuel qui est celui du modèle de processus de production du handicap. Donc, juste un instant. D'accord. Donc, lors du dernier webinaire, je ne sais pas si tout le monde était présent ou pas, On on n'a a vu plus, comme... on n'a plus Pardon? l'écran. On n'a plus Oh, l'écran. super. Ça commence bien. Merci de me dire de suite. Ça va? Ça y est, c'est bon. OK. Donc, je disais, lors du dernier webinaire, on a vu comment les facteurs personnels et les facteurs environnementaux pouvaient, dans leur interaction, avoir un impact important au niveau de la qualité de la réalisation des habitudes de vie chez les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on va faire un zoom plutôt sur l'accessibilité qui, lorsque nous mettons un environnement accessible, que ce soit sur la voie publique, des salles d'activité recevant du public, qu'on met en place des stratégies d'adaptation, on va venir agir directement au niveau des facteurs environnementaux. Euh, Aujourd'hui, on va constater à travers les deux témoignages comment et pourquoi l'accessibilité peut avoir un impact majeur sur la réalisation ou non des habitudes de vie, mais aussi comment les, les facteurs personnels peuvent venir influencer la mise en place d'un environnement accessible et donc agir directement sur les habitudes de vie et les activités courantes. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Jonathan Dupire, cofondateur et directeur de l'entreprise Mobalib. Mobalib, c'est une toute jeune entreprise qui est située en Nouvelle-Aquitaine. Attendez, je vais vous enlever maintenant le partage pour que vous puissiez avoir Jonathan en grand dans votre écran. Donc, Mobalib, c'est une entreprise qui est située en Nouvelle-Aquitaine. Elle est spécialisée dans l'accessibilité. Elle porte des projets innovants qui visent à favoriser la participation et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Jonathan est lui-même porteur d'une déficience motrice qui l'oblige à avoir recours à des aides techniques pour être en mesure de réaliser à bien ses ses activités de la vie courante. Il va nous expliquer un petit peu mieux lui-même, mais pour arriver là où il est aujourd'hui, il a dû faire preuve de grande persévérance et d'user d'arguments solides pour convaincre son environnement de lui faire confiance dans ses idées et ses demandes. Donc, Jonathan, bonjour. En quelques Bonsoir. mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Dans un premier temps, peut-être ton arrivée à la fac, tes recherches d'appartement, comment tes relations sociales ont aussi été un levier pour ta réussite. Ensuite, si tu pouvais nous faire un topo de ta vie professionnelle, ce serait quand même super parce que tu es aujourd'hui chef d'entreprise. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile, toujours un grand fleuve tranquille. Donc, si tu pouvais nous expliquer un petit peu quels ont été tes leviers pour les leviers et d'ailleurs aussi les obstacles dans ce processus-là, ça serait bien. Et comment tu as fait, toi, pour agir sur ton environnement pour faire en sorte qu'il soit, ou en tout cas qu'il devienne un maximum accessible. Je te passe la parole. Et merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir lors de ce webinaire. Donc, comme Nadja l'a dit, je suis Jonathan Dupire. J'habite près de Bordeaux depuis une grosse vingtaine d'années. Et je suis une personne en situation de handicap motrice, plus précisément un handicap de naissance qui s'appelle infirme moteur cérébral. Et donc, c'est les parties motrices de mon corps qui sont atteintes. Et je suis en fauteuil roulant électrique depuis ma naissance. Et grâce à mon entourage familial et amical, j'ai pu vivre une vie la plus
la plus normale et la plus autonome possible, parce que mon entourage familial en premier m'a toujours poussé à être autonome et à vivre mes propres expériences de vie. Aujourd'hui, je suis dans un appartement totalement adapté et accessible, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, grâce à la technologie J de pointe, grâce à mon téléphone portable, d'allumer les lumières de mon appartement par la voix, d'ouvrir les portes et tout ça dans un appartement accessible et adapté. Mais comme l'a dit Nadja, ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille sans obstacle, mais on m'a appris on m'a appris de, de, de faire de mon handicap une force plus, plus, plutôt qu'une faiblesse. Et je vous expliquerai un peu plus cela dans le détail ensuite. Mais pour commencer, je vais vous parler de mon parcours universitaire. Mon objectif premier était était de faire des études pour devenir fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Donc, j'ai un master en droit public et j'ai passé le concours de rédacteur territorial pour devenir fonctionnaire que j'ai obtenu. Mais, mais quand on a ce concours, c'est au lauréat d'aller chercher d'aller candidater et d'aller chercher son poste. Et comme j'avais euh, construit mon entourage, enfin construit tout mon réseau et tout sur Bordeaux, je voulais pas me retrouver, par exemple, au fin fond de la Creuse, même si ça peut être un département euh, formidable. Donc j'ai décidé de limiter mes recherches en Gironde et plus largement dans les départements limitrophes de la Gironde, mais je n'ai pas eu de poste. Donc je me suis dit, bah, si je n'arrive pas à trouver un emploi par la voie classique, entre guillemets, je, je vais essayer de créer mon emploi euh, grâce à à ce que je suis et à et à ce que je connais. Et donc, de par mon handicap, je me suis dit, je vais créer je vais créer une entreprise autour de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap parce que je me trouve, je me sens euh, capable de parler de ça et donc c'est pour ça que depuis 2017, nous avons créé avec mon associé l'entreprise Mobalib, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire euh, et et qui, comme l'a dit Nadja, accompagne les acteurs publics et privés à valoriser leur accessibilité au sens large du terme
et, et on a créé en même temps un réseau social, un réseau d'entraide numérique sous forme d'une application mobile pour permettre aux personnes concernées par le handicap de s'entraider en s'échangeant des informations dans tous les domaines. Donc voilà une présentation toutefois très sommaire de ma vie et de mon état d'esprit dans lequel je suis. Euh, et, et donc, et donc, je peux vous donner un exemple plus précis dans faire un focus sur la recherche d'appartements, d'appartements pour vous montrer justement les obstacles que j'ai pu rencontrer comment j'ai pu comment j'ai pu contourner ces obstacles pour trouver l'appartement idéal, on va dire. Euh, euh, avant d'être en appartement, j'étais en IEM à Talence, près de Bordeaux, pour faciliter mon intégration universitaire et et pour tout le système, pour bénéficier du système médical et ainsi de suite. Donc j'étais en internat et donc un des objectifs de l'internat de cette IEM, c'était de me pousser c'est vers l'autonomie et la prise d'appartement, ce qui était mon objectif aussi, et c'était très bien. Et donc, j'ai fait une première expérience en colocation, en appartement, en appartement grâce à l'IUM de Talence, qui s'est plutôt mal passé. C'est parce que premièrement, psychologiquement, je suis un peu parti la fleur au, au fusil. Au fusil, j'avais 18 19 ans. Bon, je me disais, chouette, je vais me retrouver dans un appartement. Je vais quitter l'internat. C'est formidable. Mais quand je me suis retrouvé dans mon appartement, entre mes quatre murs, tout seul, sans avoir construit au préalable un réseau amical solide et et un réseau d'auxiliaires de vie stable, et ça a été vite vite la panique et le stress. Et en plus de ça, j'ai vécu une nuit un incendie de poubelle dans le local à poubelle de l'immeuble. Et donc la fumée remontait des canalisations. euh, et donc à 3 heures du matin, j'ai senti de la fumée dans mon appartement en étant coincé c'est dans mon lit. Et donc j'avais un système de téléalarme. Et donc je vous rassure, les pompiers sont venus me sortir de cet appartement. Mais pour moi, ça a été un stress phénoménal. Parce que même si ça n'a pas duré très longtemps, et ça m'a paru une éternité. Et donc après cet événement, j'ai décidé de retourner à l'IEM de Talence pour cette fois bien construire mon projet
et le faire à mon rythme, et selon besoins, mes besoins. Et donc là, j'ai petit, je- j'ai, petit à petit, j'ai construit un véritable réseau amical avec, que ce soit à la faculté et j'ai aussi construit un réseau, mon propre réseau, zone d'auxiliaire de vie pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et donc, ça s'est fait progressivement. Et c'est là que j'ai véritablement découvert la joie, les joies de la vie estudiantine euh, dans dans tous ces aspects, paix nocturne et autres. Et malgré mon handicap, et grâce à à mes amis notamment, j'ai pu faire des soirées étudiantes comme tout le monde. Euh, Maintenant, avec un peu de recul, je me dis que des fois, c'était un peu dangereux, mais bon, dans dans la joie et la bonne humeur, tout tout s'est bien passé. Et après, j'ai décidé de reprendre un appartement euh, tout seul. Et l'appartement que j'ai trouvé, il était au premier étage avec un ascenseur qui tombait en panne à chaque fois qu'il pleuvait un, un peu trop. Même si j'habite à Bordeaux et dans le sud-ouest, bah, il pleut. Et donc, des fois, je me retrouvais en bas de chez moi à la fin de la journée, né avec un ascenseur qui était tombé en panne. Et bien sûr, il n'y avait pas d'assistance de réparateur 24 heures sur 24. Donc, mes amis me montaient jusqu'au premier étage. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que que le réseau amical est très important. Et c'est là que mes amis se demandaient à ces moments précis pourquoi ils étaient devenus amis avec moi. Parce que quand il fallait monter l'étage avec moi dans les bras, ils, ils maudissaient l'ascenseur et et mon handicap, mais tout ça dans la bonne humeur. Et donc ça, j'ai vécu comme ça euh, 2 ans, oui, 2 ans, et ça a été mes plus belles, entre guillemets, mes plus belles années euh, estudiantines. Mais je me suis dit au bout de 2 ans qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus adapté et de plus accessible. Et donc, grâce à une association, le GIHP, que vous devez connaître, j'ai trouvé un appartement HLM dans la dans la métropole bordelaise, où là, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un, c'est, c'est un bijou, pour moi, c'est un bijou d'accessibilité et qui correspondent à mes besoins, euh, qui correspondent à mes besoins. Et donc, parce que je suis totalement autonome à partir du moment où la technologie fonctionne correctement. Et en plus, j'ai le tramway juste à côté de chez moi. Et donc, je peux aller où je veux ou presque. Voilà ce que
pouvez vous dire dans un premier temps et ensuite l'autre point, c'était quoi, Nadja? Bah, je pense que tu as pas mal fait le tour. Après, moi, je pense qu'on pourrait éventuellement reparler de cette question d'handicap parce que je me demande à quel moment est-ce que, à partir du moment où tu vis dans ton appartement en pleine autonomie grâce à la domotique et à ton réseau social, que tu arrives à travailler, que tu sais te mettre en action pour transformer ton environnement, tu te sens handicapé où, toi? Je me sens handicapé, je vais pas vous cacher mon handicap. Moi, les gens qui disent j'ai accepté mon handicap, je vous le dis tout de suite, je le signerai tout de suite pour être valide. Donc je vis avec mon handicap et comme je vous l'ai dit, j'en fais une force plutôt qu'une faiblesse. Euh, donc, mais par exemple, quand j'arrive au bout d'un trottoir où il n'y a pas de bateau pour descendre du trottoir, bah là, Et je me voilà. dis, là, je râle autant sur mon handicap, mais aussi sur la ville oui, la ville qui n'a pas fait son boulot d'accessibilité. Et donc, mon handicap me rappelle, et mon handicap est en moi, et mais, mais j'essaye de contourner les problèmes et les problèmes quand ils arrivent. Ouais, très bien. Ça fait un parallèle parfait avec la prochaine intervention. Merci, Jonathan. Tu Avec peux plaisir. rester avec nous jusqu'à la fin ou pas? Oui, Ouais. On va passer maintenant à l'intervention de Kathleen Bonargent, qui est instructrice de locomotion et référente en accessibilité à l'échelle nationale à l'UNADEV. Dans le cadre de son travail, Kathleen est amenée à travailler dans toutes les villes françaises, ou presque. Nous l'avons invitée aujourd'hui parce que son travail consiste à faire une évaluation de l'environnement urbain ou architectural et la mettre en relation avec des besoins généraux des personnes malvoyantes et ainsi convaincre les décideurs de faire ces transformations. Je vais pas plus loin. Juste avant, Stéphane, tu as une question? Tout simplement sur le plan technique, ayant pris la main sur l'enregistrement, je n'ai plus accès au chat. Ah, Donc auprès des collègues, soit Jean-Yves, soit Noël Owen, si vous Ok, pourriez prendre le relais, je vous remercie. d'accord. oui, puis les questions, je sais pas, je me souviens pas, Jean-Yves, tout à l'heure, si tu l'as nommé, mais on aura 10 minutes à la fin du webinaire pour Oui. poser les questions aux deux intervenants. Donc, je vais laisser Kathleen se présenter. Toujours 20 minutes. Donc, l'idée ici, ça va être de comprendre un petit peu quels sont les leviers de la transformation et quels sont les obstacles qui peuvent empêcher un environnement accessible. Donc, Kathleen, j'ai commencé à expliquer ton travail, mais dans un premier temps, si tu pouvais nous expliquer un petit peu les objectifs de ton métier et quelle est la finalité en fait de ce type de poste. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, comme le disait Nadia, je fais partie de l'association UNADEV qui est aussi basée à Bordeaux au niveau du siège, mais vivant à Marseille, donc je fais plus partie je suis acceptée dans le centre d'activité marseillais. Donc, mon travail au sein de l'UNADEV, donc je suis référente accessibilité nationale. J'ai plusieurs missions. J'ai juste une petite question au niveau bruit. J'ai du showdown juste à côté de mon bureau. Est-ce que vous entendez les bruits? Ou c'est bon? Non. non, OK. J'ai plusieurs missions. La première, c'est de piloter 8 équipes de représentants accessibilité au niveau national. Donc, 8 équipes, pourquoi? Parce que nous avons 8 centres d'activité.
Et dans ces centres d'activité, des adhérents bénéficiaires se sont mobilisés pour être représentants Access. On on leur a proposé une formation de comment intervenir dans les commissions d'accessibilité au niveau municipal. Et je leur propose un support technique s'ils ont besoin au niveau législatif, au niveau même au niveau de prise de contact, etc., dans les mairies. Donc, je suis le support technique pour eux s'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment pour leur permettre de monter en compétences et d'intervenir au mieux dans les commissions. Ensuite, on travaille aussi avec eux, donc l'importance d'avoir un langage général parce qu'on s'est tous aperçus que la plupart avaient tendance à un peu prêcher pour leur paroisse, je dirais, ce qui est tout à fait normal. Mais au niveau national, on a besoin quand même d'une prise de conscience globale et surtout que une même pathologie n'induit jamais les mêmes besoins. Donc, c'est vrai qu'on travaille ça beaucoup avec eux. Ensuite, j'ai une autre mission, donc c'est de répondre aux demandes de mise en accessibilité des adhérents. Donc, j'ai les adhérents qui vont me faire très souvent des demandes sur des trajets du quotidien. Donc là, on évalue la situation donc sur place, sur photo ou vidéo, et je rédige des courriers destinés aux mairies, aux métropoles. Donc, c'est souvent des ruptures de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de déplacement, c'est-à-dire que de la sortie de leur domicile jusqu'à leur point d'intérêt. Et ça peut arriver sur un manque de repères au niveau des traversées ou pour trouver son arrêt de bus, etc. Ensuite, je propose aussi ce qu'on appelle des évaluations conseils en accessibilité des ERP. J'ai donc des établissements recevant du public qui contactent l'UNADEV et on fait des préconisations, donc une évaluation conseil pour permettre de répondre à cette demande de mise en accessibilité. Et l'idée quand même globale, c'est donc de faire monter en compétence l'UNADEV pour que ce soit une asso parmi d'autres, hein, bien évidemment. L'idée, c'est pas d'avoir le monopole, mais c'est vraiment d'être une référence au niveau national en ce qui concerne l'accessibilité dans le domaine de la déficience visuelle. Ensuite, je Oui, reprends tes après. questions, hein, Nadja. Oui, oui, vas-y, vas-y. En fait, l'idée, ensuite, c'est que d'expliquer un petit peu comment ton travail, tu arrives à prendre du recul sur les individualités de chacun pour essayer de globaliser puis faire des recommandations qui sont surtout, pardon, vous m'entendiez mal, des Oui. recommandations qui sont surtout générales et non pas ciblées sur une habitude de vie précise. Parce que quand on fait des recommandations dans le cadre, par exemple, d'un aménagement urbain, eh ben, on essaie d'être accessible pour tous, même si malheureusement, on ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins de la population. Oui, c'est un des aspects assez complexes en accessibilité, c'est de pouvoir répondre à la majorité en se disant qu'on ne pourra pas répondre à la totalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, une même pathologie n'induit pas les mêmes besoins. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement complexe de faire des préconisations, des conseils pour la majorité des personnes. Donc là, en exemple que je pourrais vous citer, donc nous, au sein des centres d'activité, on a des salles d'activité où on propose plein de choses. Et au niveau de l'accessibilité, on a préconisé donc des éclairages variables. Donc, ce qui permet quand même d'avoir la majorité des personnes qui se sentent, entre guillemets, confortables au niveau de l'éclairage dans une certaine tâche, mais ce sera jamais la totalité. Donc là, sur une même activité, les personnes n'ont jamais les mêmes besoins. Donc l'idée, c'est vraiment de préconiser des
des mises en accessibilité qui pourront servir au plus grand nombre de personnes. Donc, les propositions, elles sont globalement faites en accessibilité en partant du principe que la majorité des personnes pourront percevoir les éléments tactiles, visuels et ou sonores, c'est tout. Et si on a un de ces trois aspects, c'est déjà bien. Si on en a deux, c'est très bien. Si on a les trois, c'est parfait. Pour en arriver à transformer l'environnement, donc il y a des moments, par exemple, où les décideurs peuvent être de type plutôt entreprise ou gérer leur propre budget. Puis il y a des moments où les prises de décision doivent être un peu plus compliquées. En tout cas, dépendre d'instances un peu plus importantes. Pour toi, c'est quoi les principaux leviers puis les principaux obstacles à l'accessibilité? Qu'est-ce qui, pour toi, te donne envie de travailler avec les gens parce que c'est plus facile? Euh, donc, la transformation de l'environnement, je dirais qu'elle passe obligatoirement par une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau, très souvent, on va pas se mentir, des dirigeants. Donc, directeur de RP, au niveau des mairies, au niveau ministère, ce serait pas mal aussi. C'est un autre sujet, ou pourquoi pas. Donc, les leviers, c'est très souvent au niveau, je dirais, médiatique. Ça peut être les élections, les demandes ministérielles. Et on se rend compte aussi souvent qu'en termes de levier, ça fonctionne beaucoup mieux quand les personnes haut placées sont concernées elles-mêmes euh, par une situation de handicap ou ont quelqu'un dans leur famille qui se trouve en situation de handicap. L'obstacle principal, si je dois en donner un, je dirais que c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est plus dans l'idée où les personnes qui sont concernées par ces mises en accessibilité ou qui sont au niveau voilà, de la direction, etc., ne connaissent pas les besoins spécifiques ou ne savent pas par quel bout les prendre ou ont des fausses idées ou alors des fois n'ont pas forcément l'ouverture d'esprit pour se dire bah là il y aurait peut-être besoin d'une mise en accessibilité. Un obstacle qui est souvent cité, c'est le budget. Il y a beaucoup de moi dans les courriers que j'adresse aux mairies, j'ai très souvent un retour en me disant bah ok, on est conscient qu'il y a une rupture de la chaîne de déplacement à cet endroit-là, mais on n'est pas en capacité budgétaire de répondre à cette demande. Alors ça, je suis désolée, mais je suis pas d'accord avec cet obstacle au niveau budgétaire. Parce qu'en accessibilité, alors à part bien évidemment pour tout ce qui est vraiment gros travaux de voirie, c'est-à-dire pour créer un ABC de trottoir au niveau des trottoirs, etc. Et ben en fait, on peut proposer de l'accessibilité avec des matériaux qui existent déjà. Et puis, si on arrive, et ça c'est très important, si on arrive dès la conception du projet, on peut travailler avec les différents services et proposer un environnement accessible avec les différents matériaux. Donc, quand je parle de matériaux, c'est des sols de différentes textures. On peut jouer avec, je dirais, les espaces verts, etc. Donc, on peut vraiment, si on arrive dès la conception du projet, mettre en place un projet d'accessibilité fonctionnel à moindre coût. Donc, si vous avez bien compris, je dirais que le plus coûteux, c'est d'arriver après coup, de tout faire casser et de tout reprendre. Alors après, si on parle de facilité, en accessibilité, je dirais qu'il n'y a quand même pas grand-chose de facile. C'est un domaine qui peut, je dirais, essouffler, voire épuiser les représentants. Accessibilité parce que ça demande des heures de travail, qu'on fait très souvent des préconisations. Donc, bien évidemment qu'il y a dans une grande partie des cas, ces préconisations sont écoutées et intégrées.
Il y a des fois où ben, on vient nous chercher, on nous demande des préconisations et c'est pas du tout mis en place. Ça, c'est un petit peu rageant, dirons-nous. Euh, et là où les préconisations d'aménagement fonctionnent le mieux, en tout cas à l'heure actuelle, pour moi, c'est au sein de mon association, puisque depuis 2 ans et demi que je suis là, il y a eu une vraie prise de conscience, bah, je dirais ne serait-ce que par l'ouverture de mon poste, une vraie prise de conscience de l'accessibilité, et spécialisée dans le domaine de la déficience visuelle. Et c'est vrai que j'ai réussi à travailler au niveau fond avec les équipes pour une vraie prise de conscience de l'accessibilité. Et maintenant, ils viennent plus facilement me chercher dès la conception même du projet. Donc là, ça peut aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficient. Donc, à contrario, lorsque... ah oui, ça, c'est quelque chose d'important aussi que je voulais vous partager, c'est que pour moi, quand on fait des préconisations d'accessibilité, c'est valable pour tous, même si nous, bien sûr, enfin, au niveau de l'UNADEV, on est spécialisé dans le domaine de la déficience visuelle. Je précise toujours que les préconisations qu'on fait seront euh, valables et surtout amélioreront la vie de tous, puisque une personne vieillissante sera très contente d'avoir plus de contraste au niveau de sa traversée, etc. Et donc, c'est vraiment dans l'idée vraiment de conception d'accessibilité universelle. Euh, en fait, là où je trouve intéressant, déjà au début de ton intervention, tu as parlé de la participation, en tout cas des adhérents de l'UNADEV dans la mise en accessibilité, en tout cas dans la participation des préconisations là, au niveau des mairies. Les adhérents de l'UNADEV, c'est des personnes qui eux-mêmes ont une déficience visuelle. Donc, je pense, par expérience, hein, il y a certains types de personnes qui sont plus portées à s'investir dans la transformation ou en tout cas dans le monde de l'accessibilité. C'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, sur l'importance de faire participer les personnes qui sont concernées par, là, du coup, en ce qui te concerne, c'est la déficience visuelle, mais on peut parler de handicap, de personnes qui sont concernées par le handicap en général, quoi. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bizarrement, quand on voit que les personnes sont concernées, elles sont beaucoup plus impliquées. Ça, je parle au niveau dirigeant, hein, comme j'ai fait la petite aparté tout à l'heure. Euh, mais par contre, c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile en termes d'investissement parce que, comme tu le disais, Nadja, on se rend compte souvent que les personnes qui s'investissent, en tout cas en représentant accessibilité, c'est quand même des personnes qui ont des tempéraments et puis qui sont quand même relativement militants. Parce que, comme je disais, c'est un domaine qui peut facilement essouffler quand on fait des préconisations, etc., et qui ne sont pas mises en place. Juste pour vous donner des petits chiffres, donc à l'UNADEV, on a 2 statuts. Donc, on a des adhérents qui s'impliquent dans la vie associative et puis on a des bénéficiaires qui sont plus dans l'idée de seulement, entre guillemets, participer aux activités, etc. Et donc, en adhérents, on en a à peu près 1500. En bénéficiaires, on en a 2900. Et dans tout ça, on a 70 représentants accessibilité sur toute la France. Donc, c'est assez révélateur parce que ça reste quand même un tout petit pourcentage. Parce que pour s'impliquer, ça demande quand même pas mal de choses. Déjà, donc, je disais, ce côté un peu militant, ça demande de l'autonomie parce qu'il faut pouvoir se déplacer et connaître en fait les difficultés d'accessibilité dans sa ville pour pouvoir les remonter en commission d'accessibilité. Donc, il faut être en situation de manque d'accessibilité. Et, euh, et il faut vraiment avoir de la patience, de l'énergie à donner. Euh, donc, c'est vrai que
en termes de motivation des représentants, c'est quand même relativement compliqué de, de faire que ça va être une situation pérenne et qu'ils vont être toujours en train de s'investir, quoi. Bon, peut-être on va finir avec ça, mais dans les rencontres Access au niveau des municipalités, par exemple, est-ce qu'on donne les moyens aux personnes de pouvoir avoir accès en amont? Je sais pas, parce que la population Ouais. avec laquelle tu travailles, c'est souvent des gens qui ont besoin d'accessibilité au niveau ben, ne serait-ce que de la lecture, mais des règles de tour de parole aussi, des choses qui sont assez simples, hein, mais bon, qui demandent une attention particulière. Et puis, je sais pas si au niveau des représentants municipaux, par exemple, tout le monde est si sensible à cette question-là. Comment vous faites pour préparer, par exemple, le terrain ou la rencontre en amont? Alors ça, c'est une difficulté qui est remontée très, très souvent. En termes d'accessibilité au niveau des documents projetés, par exemple. Donc, ce qui est demandé aux mairies très souvent, c'est de transmettre les documents au moins 2 semaines en amont pour que les personnes puissent y avoir accès avec leur synthèse vocale ou qu'ils puissent avoir le temps de travailler dessus au niveau grossissement de caractère, etc. C'est demandé, c'est très rarement fait et proposé. Donc là, ce qu'on travaille, enfin, on va leur transmettre des guides numériques, des guides sur l'accessibilité numérique, parce que très souvent, enfin, après, il y a la situation où ils proposent les documents en amont, mais c'est pas du tout accessible. Ça ne peut pas s'ouvrir avec une synthèse vocale, etc. Donc, on transmet ces documents-là. Après, c'est quand même relativement compliqué et les commissions communales à l'accessibilité, c'est quand même des réunions qui sont très descendantes. Donc, les bénéficiaires et adhérents qui y participent peuvent avoir des moments de parole, mais c'est très court. Et là où ils ont plus d'implication et de pouvoir au niveau de l'expression, c'est souvent sur des ateliers qui sont proposés à part sur des études de voirie, etc. Et là, c'est vraiment dans l'action et c'est beaucoup plus simple. On parle pas de coopération là ici. C'est OK. un début, on n'y est pas encore trop. Merci beaucoup. Jean-Yves, peut-être je te redonne Oui, la parole. merci Nadia. Oui, merci beaucoup à Jonathan et Catherine. Kathleen. Euh, Catherine, Kathleen. Catherine, Kathleen, ah oui, j'ai pas bien. Il faut que je change de lunettes. c'est pas grave. D'avoir mis en avant chacun de sa place différente l'importance de l'environnement et de l'accessibilité dans la qualité de vie des personnes et comment cela produit, en fonction des caractéristiques de chacun, hein, des obstacles qui mettent les personnes en situation de handicap ou des facilitateurs qui mettent les personnes en situation de participation sociale. Donc, merci beaucoup pour ces deux témoignages et analyses un petit peu à partir de l'expérience personnelle, de l'expérience professionnelle, d'un élément qui est extrêmement important dans le modèle de processus, sur le processus de production du handicap. Alors, je ne sais pas, je suis intrigué parce que je n'ai pas de questions et que la dernière intervention dans le chat date de 12h11 et après je n'ai plus rien. Est-ce que Nolwenn, tu as quelque chose? Non, j'ai Non, pas de questions de mon côté. est-ce que peut-être quelqu'un veut poser des questions Oui, alors en on direct? a un peu Complètement. plus, on a un peu plus de 10 minutes là sur. Du coup, ça va être des questions en direct, hein, parce que voilà. Alors, juste pour précision, moi, par exemple, je ne peux pas écrire dans le chat. Il y a Ah écrit ben, discussion désactivée. ah, Oui, Voilà. je Si ça pense peut que être un élément partiel l'enregistrement de a réponse. désactivé le chat. Oui, hmm. moi aussi j'ai ça Ouais, discussion désactivée. Donc on va essayer de résoudre ça pour la prochaine fois, mais c'est aujourd'hui ça. on va solliciter les personnes qui ont envie de faire des remarques ou de poser des questions, de lever la main et on leur donnera la parole. On a encore un peu plus de 10 minutes.
Je ne vois pas de main apparaître. Je pense qu'on a dû être très très clair avec Jonathan. Mais, oui, de Oui. fait, Est-ce que vous nous entendez là? Oui, Oui. Oui. Bonjour. En fait, je pense qu'il y a enfin, on n'a pas non plus accès au lever de main. Donc, pour prendre la parole, enfin, là, en l'occurrence, ah j'y d'accord, arrive. Mais sinon, je pense que c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de questions. Mais bon, je profite d'accord. d'avoir la parole pour poser mes deux questions. J'en ai une déjà pour Jonathan. Alors déjà, merci pour le témoignage parce que c'est toujours très, très intéressant, c'est sûr. Ma question, puisqu'en tout début de propos, vous avez indiqué que vos parents avaient été, dès que vous étiez tout petit, enfin, ils avaient tout fait pour que vous puissiez être le plus autonome possible. Donc, bon, déjà, c'est admirable parce que on peut imaginer que pour des parents, c'est pas forcément facile de s'inscrire dans cette démarche-là. Mais donc, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu leur permettre d'adopter cette posture? Parce que ça a sans doute été déterminant dans beaucoup de choses, mais on peut aussi comprendre que ce soit pas très, très naturel, puisque les parents ont toujours envie de protéger leur enfant, et donc peut-être d'autant plus quand un enfant se retrouve justement en incapacité motrice totale. Oui, tout à fait. D'abord, il faut savoir que mes parents enfin, étaient, parce que maintenant ils sont à la retraite. Mon père était médecin et ma mère était infirmière. Donc, ils ont tous les deux travaillé dans le médical. Et je suis dans une fratrie de quatre au milieu. Donc j'ai des petits frères et une grande sœur. Et depuis ma naissance, ils ont toujours décidé de continuer à vivre comme, euh, comme une famille, je veux dire, normale, même si je n'aime pas ce terme-là. Là, c'est-à-dire que je suis toujours parti en vacances avec eux, malgré mon handicap. Je vais vous donner un exemple précis pour vous donner une image. Ils ont décidé de visiter avec toute la famille. Ils ont décidé de partir en randonnée dans dans les Pyrénées et dans les sentiers qui est montagneux. Et deuxième exemple, ils ont décidé d'aller visiter Venise. euh, Venise, qui est une très belle ville, mais en termes d'accessibilité, on on fait mieux. Mais même, même si, même s'ils étaient conscients de la difficulté, euh, de, de la difficulté de l'accessibilité, eh ben, ils ont tout fait pour pour que je vive les mêmes expériences que, que toute la famille. Et ils m'ont toujours intégré dans tout ce qu'ils ont fait, de tout ce que la famille a fait. Et, euh, et le premier élément, le tout premier élément, et là je vais un peu plomber l'ambiance, excusez-moi. Euh, lors de ma naissance, le médecin, le gynécologue médecin, voilà, ça fait 43 ans. Donc les choses ont dû changer depuis. Mais le gynécologue il est allé voir mon père alors que je venais de naître et que mes parents venaient d'apprendre que je suis un enfant handicapé moteur. Et il a pris à part mon père et il lui a dit, cher confrère, euh,
je suis désolé, votre fils est une plante, il restera une plante toute sa vie, et vous n'avez qu'à nous le laisser, et en faire un autre. Et donc là, je vous rassure tout de suite, mes parents, ils ont dit non, on le prend avec nous. Et donc, vous avez en face de vous aujourd'hui la plante qui se porte plus ou moins bien. Et donc, cette force d'amour, d'amour, eh ben, ils l'ont transporté, enfin, ils l'ont véhiculé toute notre vie avec mes frères et sœurs, avec le même amour, que ce soit pour moi ou pour mes frères et sœurs. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, Merci. merci. Est-ce que Et quelqu'un j'en veut... profite juste parce que j'ai une deuxième question, mais pour Kathleen ce coup-ci. Et ensuite, il y aura, je vois, C. Girard. Ben, je vais être très rapide, c'est juste le coût d'une intervention de conseil en ERP pour l'accessibilité en ERP, parce que vous avez dit que c'était un service que vous proposiez, mais le coût, c'est combien? Alors, euh, jusque-là, et encore aujourd'hui, c'est gratuit. Euh, Tout simplement parce que on s'était pas rendu compte, je pense. Encore une fois, c'est une création de poste, hein, mon poste, et ça fait que 2 ans et demi. On s'était pas rendu compte de l'éventuel besoin, enfin du besoin, oui, mais surtout qu'on allait être visible et que du coup on allait nous solliciter. Donc pour l'instant c'est gratuit, on travaille sur une grille tarifaire et la grille tarifaire on l'a travaillée euh, avec des formules, je dirais, en fonction de la taille des lieux et des choses qui seront demandées. Il faut donc se dépêcher. Je Oui, c'est passe la très clair. parole à Merci. C. Girard. Alors, oui, c'est Girard, c'est Catherine Girard. Moi, j'avais une question concernant la compatibilité des adaptations, parce que parfois on entend effectivement que certains dispositifs peuvent gêner d'autres personnes, par exemple les bateaux qui sont plus difficiles pour les déficients visuels, ou alors les bandes podotactiles là, près des passages piétons qui sont un peu glissants et qui peuvent être casse-gueule pour d'autres. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc, comment on tranche? Est-ce qu'on tranche? Alors, je me dis de toute façon, il y a toujours possibilité de trouver une solution puisqu'il faut, mais voilà, comment on arbitre peut-être ces problèmes d'adéquation. Et j'ai une deuxième question, mais qui est dans la même ligne, c'est que moi, je travaille donc dans la réadaptation professionnelle et donc on a des personnes qui viennent en formation. Et donc, nous avons des groupes de stagiaires de la formation professionnelle, tous en situation de handicap, avec des handicaps totalement différents. Alors, en termes d'adaptation, on va dire physique, en général, c'est pas tant la difficulté, c'est plus que dans un groupe de personnes, on peut avoir des personnes qui ne supportent, enfin, ou supportent peu la lumière, et puis d'autres qui en ont besoin pour leurs adaptations. Il y a ceux qui vont utiliser de la dictée vocale, et puis qui vont peut-être pas plus ou moins supporter les casques. Enfin, c'est comment on peut, enfin voilà, je n'attends pas une martingale, hein, mais est-ce qu'il existe peut-être des conseils ou des professionnels qui peuvent aider justement à réfléchir à comment rendre toutes ces adéquations compatibles dans le même endroit? Réponse à Kathleen. Oui, c'était beaucoup Kathleen, mais bon, peut-être que Jonathan a aussi des réponses. Oui, Oui. si tu veux, Jonathan, je fais un bout de réponse. Je te laisse compléter s'il manque quelque chose. Du coup, sur la première On fait question, comme ça. Catherine, alors pour moi, encore une fois, je reviens à cette idée d'ignorance de tout à l'heure. Pour beaucoup de personnes, les préconisations d'accessibilité, il y en a qui sont incompatibles. Par exemple, si on part de ce ressaut qui est demandé, donc il y a beaucoup de monde qui demande des routes à niveau. Sauf qu'en effet, si on ne sent pas la fin du trottoir, quand on est non-voyant et qu'on se déplace avec une canne, ben, on se retrouve sur la route sans le savoir. Donc, ce qu'on demande, c'est donc
toujours généralement moins de 2 cm, les ressos, et en biseau, qui peut permettre justement d'adapter donc au passage de fauteuil roulant, etc. Si on parle donc des bandes d'éveil à la vigilance, donc celles qui sont le long des traversées avec leurs petits picots ou en haut des escaliers, c'est vrai qu'il y en a qui sont en matière glissante. Là, pour le coup, on peut travailler avec un autre matériau, mais encore une fois, il faut savoir lequel, parce que il y en a qui utilisent la fonte. Pour le coup, ça, c'est complètement interdit en accessibilité, tout simplement, enfin pour le simple fait que ça brûle les pattes des chiens guides. Donc ça, c'est très problématique. Par contre, on peut tout à fait utiliser des matériaux au niveau ciment, etc. Ça ne glisse pas. Ça peut être contrasté puisqu'il y a une demande de contraste de plus de 70% sur le sol sur lequel c'est posé. Donc, tout peut être travaillé pour tous les Les besoins. adaptations s'adaptent, quoi. Exactement. OK. Jonathan, un mot de conclusion et on arrive au terme du webinaire puisqu'il est déjà 13, donc à 2 minutes de la fin. Jonathan, un mot de conclusion peut-être? Pour compléter, pour répondre à votre deuxième question sur l'accessibilité, si j'ai bien compris, prix de vos formations, euh, et nous, chez Mobalib, on on préconise de recueillir le besoin, les besoins des personnes en situation de handicap en amont de l'événement et on, euh, ensuite nous on donne des préconisations d'accessibilité et selon les besoins et selon l'environnement. Et donc, comme vous l'avez dit, ça peut concerner l'éclairage, euh, mais aussi la prise de parole et, 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 et ainsi de suite. Mais ce qui est important, à mes yeux, c'est de pouvoir recueillir le besoin des personnes en situation de handicap en amont de tout événement pour qu'il le soit le plus, pour que les personnes soient le plus à l'aise possible lors de l'événement, que ce soit en amont de l'événement, pendant l'événement ou après l'événement. Oui, l'équipe de Jonathan a beaucoup Merci. travaillé sur, pardon, on va terminer avec ça, Jean-Yves, mais Ouais. l'équipe de Jonathan a beaucoup travaillé sur la participation effective des personnes dans les activités, dans l'ensemble des activités, en fait, dans les représentations. Et ça passe aussi beaucoup par justement l'accès à la communication, mais dans toutes ses formes. Donc, voilà. Après, Jonathan, juste si tu pouvais nous donner, je le donnerai peut-être justement avec les informations sur la chaîne YouTube là, avec la vidéo, mais peut-être l'application dont tu parlais au début, ça pourrait être intéressant de la joindre Alors, le nom, tu le mettras dans le chat. Ben, vas-y. je peux donner le nom de l'application, c'est la Mobalink, Mobalink, et c'était téléchargeable sur sur tous les stores de façon gratuite, et il suffit de s'inscrire avec un abonnement et avec pas un abonnement, je dis n'importe quoi, avec une adresse mail et un mot de passe. Et nous avons travaillé notamment avec l'UNADEV pour rendre notre application la plus accessible à tous les types de handicap et notamment aux déficients vi- visuels. Merci. On va clore ce webinaire juste en vous indiquant qu'on en a prévu 3 autres dans l'année 2025-2026.
Le prochain, le 21 novembre, avec le thème d'objet de soins à sujet de droit, gros thème. Et ensuite, au mois de mars, au 13 mars et 29 mai, une problématique qu'on n'a pas encore précisée complètement sur la démédicalisation du handicap. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci aux deux intervenants pour leur intervention qui était effectivement tout à fait intéressante. Et on vous dit au prochain webinaire. Au revoir à tous. À bientôt tout le monde. Oui. Merci au groupe organisateur de rester quelques minutes à la fin. Yes. Au revoir à tout le monde. Bye tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Je m'en vais, je m'en vais. Oui, prends ton tiers-temps.